Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Ce jour encore, le mardi, consacré désormais aux questions du panafricanisme avec la convergence panafricaine, la COPA, un mouvement qui fait désormais son aventure sur l'espace africain et d'ailleurs mondial parce que les membres sont un peu partout, que ce soit en Afrique, dans le monde. Aujourd'hui, nous posons une problématique centrale, à savoir la question des transports et de logistique en Afrique. Puisqu'en réalité, vous savez vous-même, et c'est pas moi qui le dis, d'ailleurs, je n'en veux pas à Bolloré. Bolloré Logistique Africa occupe pratiquement tout l'espace africain en matière de logistique et de transport. Mais qu'est-ce que la logistique et le transport, justement? Est-ce qu'il n'y a pas d'experts en Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas de nationaux en Afrique qui peuvent concurrencer Bolloré Logistique Africa? En tout cas, je suis obligé d'introduire de cette manière Monsieur Emmanuel Mugwe. Cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors, vous êtes expert dans le domaine de la logistique. Je dois préciser que vous venez ici en tant que deuxième vice-président de la COPA, c'est la convergence panafricaine. Exact, je suis là en tant que deuxième vice-président de la COPA, la convergence panafricaine, et je remercie Dan Broadcasting System pour cette invitation, la seconde en 2 semaines, qui fait l'honneur à la COPA. Merci beaucoup. Et le thème est d'autant plus important que c'est un thème qui est central dans le plan d'action de la COPA. Merci. Mais on va d'abord faire un voyage, c'est-à-dire au niveau de l'actualité internationale. On va en France. Le président chinois est en France. Beaucoup d'accords ont été signés, des avions et autres Airbus, mais beaucoup plus aussi cette affaire de la route, des routes de la soie. Oui, ça me fait un tout petit peu sourire. On a vu Emmanuel Macron très content, hein, parce que là, au niveau des contrats, au niveau des Airbus, c'est pratiquement un plafond. Oui, de milliards d'euros. Pour ce qui est du carnet de chèques sorti par Xi Jinping, naturellement, Emmanuel Macron ne pouvait qu'être content. Mais si nous revenons aux routes de la soie, nous savons que Emmanuel Macron a dû appeler à la rescousse la chancelière allemande et le président de l'Union européenne pour l'aider à faire comprendre à Xi Jinping qu'il ne devait pas aller en rang dispersé chez des États individuels européens, mais traiter des nouvelles routes de la soie, parce qu'il faut signaler qu'il y avait déjà les routes de la soie 2000 ans avant Jésus-Christ, avant notre ère donc traiter des nouvelles routes de la soie, non pas avec des pays individuels comme ça a été fait avec l'Italie, mais plutôt avec l'Union européenne pour ce qui est du cadre de l'Europe. Et voilà qui fait bien, mais dans ce qu'on a appelé ici les accords de partenariat économique, eux ils viennent et partent avec un pays, ça ne gêne pas. Oui, et justement, c'est Mais quand ça devient un pays là-bas, chez eux, surtout dans l'espace Union européenne, ça commence à gêner. Oui, et justement, Emmanuel Macron l'a si bien dit. Il a dit, comme d'ici environ 3-4 mois, la Chine va envoyer 2 trains de marchandises chaque semaine. Il dit que ces trains de marchandises ne doivent pas arriver avec la marchandise chinoise et retourner vide. Donc, il faut que les échanges soient gagnant-gagnant. Et justement, c'est ce sur quoi nous insistons depuis le début à la COPA pour dire que l'Afrique ne doit pas accepter les traités de néocolonialisme qui nous imposent un commerce unilatéral et à sens unique de l'Europe, qui nous impose un traité unilatéral, un commerce unilatéral de l'Occident. Nous voulons des relations nord-sud, sud-nord. Nous ne voulons pas uniquement des relations des produits qui quittent de l'Afrique sans que nous sachions comment les prix sont fixés vers l'Europe et après ils nous renvoient simplement les produits finis et c'est eux qui fixent non seulement le prix de nos matières premières mais aussi le prix des produits finis qu'ils nous vendent. Mais il y a quand même un problème de rapport de force. Xi Jinping, il a quand même, il parle fort parce que il a du pesant.
en termes de puissance mondiale. Maintenant, Xi Jinping parle fort aujourd'hui parce qu'ils ont su capitaliser. Ils ont su capitaliser par le passé. Vous savez que la Chine a subi la domination japonaise, mais elle s'en est sortie. Et pourquoi elle s'en est sortie? Parce qu'elle s'est battue, parce que la population s'est battue et parce que les dirigeants chinois ont dit la vérité au peuple chinois. Nous ne pouvons pas continuer à subir. Les dirigeants chinois ont dit la vérité au peuple chinois, c'est ça. De la même manière que les dirigeants africains doivent dire la vérité au peuple africain, nous ne pouvons pas continuer à subir le diktat des autres. Nous devons nous battre pour sortir de cette situation qui nous maintient dans la pauvreté, qui nous maintient dans l'humiliation constante. Nous voulons une décolonisation immédiate et sans condition. Bon, certains peuvent vous dire c'est un vœu pieux puisque la plupart des présidents qui sont là ici, est-ce qu'ils vont parler, ils vont aller dans ce sens? Vous savez, le président ghanéen l'a si bien dit lors de la visite d'Emmanuel Macron au Ghana dernièrement, l'Afrique a besoin d'une relation dans laquelle elle est respectée en tant que peuple qui aspire à un avenir meilleur. Nous ne pouvons plus admettre que nos populations bravent le désert, bravent les eaux de la Méditerranée simplement parce qu'ils veulent aller en Europe, parce que les Européens nous ont dépouillés, nous ont spoliés de tout ce qui nous reste. Nous devons dire aujourd'hui c'est bien, vous avez profité de ça, nous devons construire une nouvelle relation qui fait de l'Afrique un pays, un continent dans lequel les gens doivent prendre en main leur destin. Transport, transition, très belle, parce qu'on parlait des routes de la soie, les nouvelles routes de la soie. Vous avez très bien fait, ça c'est une belle précision, d'avoir précisé qu'avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, il y avait certainement les routes de la soie. Il y avait les routes de la soie qui ont naturellement été retranscrits dans les années 1250 par Marco Polo, l'italien, et je pense que c'est un clin d'œil à l'histoire que Xi Jinping vient en Italie aujourd'hui signer pour la première fois avec l'Europe. La première étape de ces routes de la soie pour l'Europe. Je pense que... Et comment ça, c'est la Chine qui lance les routes de la soie? Quelle est l'intention? Est-ce qu'il y a une intention cachée? L'intention, je dirais pas, l'intention de la Chine n'a jamais été cachée. La Chine a toujours dit clairement quelles sont ses intentions. C'est d'exporter sa production, sa surproduction vers les pays européens. Parce qu'il faut noter que les nouvelles routes de la soie, contrairement aux anciennes routes de la soie, qui étaient juste un lien entre l'Asie et l'Europe, parce que les anciennes routes de la soie, c'était l'Asie, et qui s'achevait à Antioche, la Syrie médiévale qui aujourd'hui est la Turquie. Oui. Mais les nouvelles routes de la soie ont cet avantage que dans le plan des nouvelles routes de la soie, il y a un tracé qui va toucher les Amériques, un tracé qui va toucher l'Europe et un tracé qui touche l'Afrique. Parce que les nouvelles routes de la soie n'épargnent aucun continent. Alors la Chine pratiquement en train de prendre le monde là. La Chine se prépare à être une vraie première puissance dans le monde et nous devons tout simplement regarder comment les Européens aujourd'hui prennent prudence. Ils décident de se mettre ensemble pour regarder ce géant qui arrive vers eux, pour dire quelle est la stratégie que nous devons mettre en place pour contrer ce géant et nous-mêmes nous en inspirer pour mettre en place des stratégies en Afrique pour contrer les puissances européennes d'une part et la puissance américaine et éventuellement asiatique d'autre part. Parce que nous ne pouvons pas continuer à sortir d'une domination à gauche pour entrer dans une domination à droite sans jamais avoir notre mot à dire. Alors, belle transition, toujours cette fois-ci avec les routes de la soie. Cette problématique-là, transport et logistique, on va procéder à une définition, c'est vrai, mais j'ai introduit tout à l'heure en disant tout le corridor, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et autres. Bolloré Logistique Africa occupe pratiquement presque tout l'espace. C'est comme si, vous parlez de la Chine maintenant, c'est comme si les nationaux n'existaient pas. Je ne dirais pas que les nationaux n'existent pas. La preuve, je suis là devant vous à vous parler de la logistique et du transport. Je vais d'abord commencer par aller très rapidement parce que très souvent on fait une confusion logistique et transport. Oui, c'est quoi exactement? En réalité, le transport est un sous-élément de la logistique parce que la logistique c'est un ensemble de techniques qui prennent
une marchandise d'un point A à un point B, ça englobe les achats, ça englobe le transport maritime, le transport aérien, ça englobe les opérations de stockage, les opérations de dédouanement, les opérations de post-acheminement. Ouais. Donc, pour notre mission, je souhaiterais qu'on se limite, parce que dans la COPA, nous travaillons principalement sur le volet transport. Ouais. Quel est dans notre politique, qu'est-ce que nous faisons au niveau du transport, non seulement pour le mieux vivre sur le territoire national, mais aussi pour le mieux vivre, pour la meilleure circulation dans la sous-région Afrique centrale et éventuellement, pourquoi pas, dans toute l'Afrique, de manière que les peuples africains puissent s'interconnecter sans avoir besoin de forcément aller par avion d'un point à un autre. Alors, même si l'avion est aussi un moyen de transport. Alors, transport donc justement, mais avec cette segmentation que dans le thème, c'est le cas de l'Afrique centrale. Et je vous rappelle que la CEMAC a tenu ses assises et il y a un communiqué final qui... Oui, il y a effectivement un communiqué final et nous déplorons que ce communiqué final constate la liquidation de Air CEMAC, qui était la compagnie aérienne que les dirigeants de la CEMAC avaient décidé de mettre en place pour desservir non seulement la CEMAC, mais aussi, pourquoi pas, le monde. C'est un échec, une faiblesse? Je pense qu'on peut parler d'un échec parce que ce sont des politiques que les dirigeants ont portées à bout de bras pendant une dizaine d'années. Qu'ils en soient à liquider la compagnie, à la liquider sans qu'elle n'ait jamais eu un seul vol, nous pouvons dire qu'on peut le considérer comme un échec, évidemment. Et on le dit pour le déplorer parce que les compagnies nationales ont toujours du mal à se déployer parce que vous savez, le transport aérien, c'est un instrument de transport qui nécessite beaucoup de moyens et très souvent dans nos États qui sont plutôt des petits États, parce que quand nous prenons la Guinée équatoriale, à peine 1 million d'habitants, le Gabon 1 500 000 habitants, il n'y a que le Cameroun, le Tchad et éventuellement dans une moindre mesure la Centrafrique. Mais plutôt la Guinée équatoriale fonctionne bien en termes d'aviation. Oui, mais vous savez que fonctionner bien en termes d'aviation en injectant en permanence, vous savez, fonctionner en mettant toutes les ressources de la nation pour faire voler les avions n'est pas toujours la solution. Une activité commerciale a vocation à être rentable. Donc, il y a un problème au niveau, justement, de l'aviation, au niveau de l'Afrique centrale, même dans certains États africains. Ce qui se distingue, c'est par exemple l'Éthiopie, le Kenya et autres. Alors, définition de transport et peut-être... Essayez de nous montrer comment ça se présente en Afrique centrale. Nous pouvons déjà commencer par parler parce que nous sommes dans le cadre du panafricanisme, nous pouvons déjà regarder qu'est-ce que nos pères des indépendances avaient mis en place. Parce que nous savons qu'au sortir des indépendances, l'Afrique, dans les années 61, avait créé l'Afrique. Et c'était à point nommé. Air Afrique avait été créé à Yaoundé, même si le siège avait été symboliquement installé à Abidjan. Et malheureusement, par souci de gestion, de fonctionnement, le président Ahidjo a décidé en 1971 de s'en retirer pour créer Cameroun Airlines. Et ces deux compagnies aujourd'hui n'existent plus. Elles n'existent plus. Avec la grande désolation, nous sommes face à cette désolation. Une est morte et mal laissée naître une qui Air Afrique, une est morte, si nous prenons je comprends la question, c'est dans le sens de Camer, qui est morte en laissant place à Camerco, qui elle-même a du mal à fonctionner. On avait espéré, pour être honnête, moi en tant que spécialiste du transport, on avait espéré qu'une autre compagnie régionale, celle-là, c'est pour ça que très personnellement, je perçois la liquidation de Air CEMAC comme un échec. Personnellement, j'avais pensé que Air CEMAC viendrait absorber toutes les compagnies sous-régionales pour faire une compagnie qui permettrait
d'avoir une meilleure flotte, d'avoir des taux de remplissage meilleurs et de pouvoir aller à la conquête, disons déjà de l'Afrique, pourquoi pas. Alors, ça c'est... Donc toutes ces compagnies aujourd'hui n'existent plus. Oui. Nous avons néanmoins, en tant que panafricanistes, nous devons reconnaître que Kenya Airways et Ethiopian arrivent toujours à faire la fierté de l'Afrique. Ouais. Rwandais, Askai, ce sont des compagnies qui aujourd'hui font la fierté de l'Afrique. Alors, quand on parle de transport, ça représente quoi exactement? Et quel est l'état de lieu actuellement? Dans le transport, nous avons le transport aérien qui utilise les avions. Ouais. Nous avons le transport terrestre qui se segmente en deux types de transport, le transport routier, le transport ferro, et nous avons le transport maritime. Ouais. Le transport ferroviaire au niveau de l'Afrique représente à peu près 50 000 km de voies ferrées qui très souvent sont des voies, sont des tracés à une seule voie. Et 50 km de voies ferrées, ça représente pour un continent qui fait 22% de la surface de la Terre, ça représente à peine 5% des voies ferrées dans le monde. Ouais. Ça veut dire que sur le plan purement africain, l'Afrique est un tout petit peu en retard, avec des particularités, parce qu'en Afrique du Nord, le transport ferro est plus ou moins développé. En Afrique du Sud, c'est plus ou moins développé, mais en Afrique centrale, ça coince. Si je prends par exemple le Cameroun à 1104 km de voies ferrées, le Congo à 509 km de voies ferrées et le Gabon en a 731. Avec encore des difficultés, parce que ces voies n'ont pas les mêmes écartements. Ça veut dire que l'interconnexion... Ces voies n'ont pas le même écartement? Ces voies n'ont pas les mêmes écartements parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les trains circulent avec un écartement précis. Au Cameroun, par exemple, c'est 1 mètre d'écartement. Au Gabon, c'est l'écartement normal, c'est-à-dire 1 mètre 435. Et au Congo, c'est 1 mètre 67. Donc, le fait que ces écartements ne soient pas uniformes crée déjà un léger problème dans l'interconnexion des voies. C'est un léger problème parce qu'en réalité, il y a une possibilité de faire rouler un train du Cameroun vers le Gabon, à la seule différence qu'au moment du croisement, il faudra que le train s'arrête pour qu'on change l'écartement des... Alors, cette différenciation-là, elle est volontaire, elle est fortuite, elle est... Elle n'est pas volontaire, on peut dire qu'elle est volontaire dans la mesure où la construction d'une voie d'1 mètre coûte naturellement moins cher que la construction d'une voie de 1 mètre 4, ce qui est normal. C'est-à-dire pour le Cameroun qui développe le transcamerounais, a commencé par les Allemands déjà. La voie Douala-Konsamba a commencé dans les années 1907, si j'ai bonne mémoire. Et le transcamerounais, le trajet qui part de Douala pour Ngaoundéré, lui, il a commencé... dans les années 1000 excusez-moi. Lui, il a commencé dans les années 1900. Douala-Yaoundé, c'était 262 km entre 1908 et 1927. Et Yaoundé-Ngaoundéré, 622 km entre 1964 et 1974. Durant cette période, le gouvernement sorti des indépendances avait le souci de construire vite une voie et moins cher. Et donc, naturellement, ils avaient opté pour une voie d'écartement 1 mètre, ce qui permettait d'implémenter les quelques 900 ou 1104 km que nous avions sans avoir besoin de faire de très grosses dépenses. Mais je crois que dans les projets à venir, par exemple sur le tracé Kribi et Déa, les voies doivent être des voies de 1.4. Alors, cette situation-là, dans la sous-région... Je finis avant qu'on revienne parce qu'on était au niveau d'implémentation. On parlait des transports. On avait pris le transport routier avec le transport ferro, le transport aérien. Vous avez abordé le transport ferroviaire. Et il y a maintenant le transport maritime. On parle tout le temps de pont en eau profonde, on parle tout le temps de port fluvial comme celui de Douala. Et nous avons aujourd'hui un port en eau profonde à Kribi qui... à notre avis, a encore du chantier, a du chemin devant. C'est-à-dire quoi exactement, ce que vous dites là? A du chantier, c'est-à-dire? En réalité... Puisque ce qui revient dans l'actualité, c'est que ça fonctionne.
Exactement. Pourquoi est-ce que depuis 4 ans, 5 ans, le port n'arrive pas à fonctionner? C'est parce que la relation port-ville, la relation port intérieur du pays n'est pas encore totalement mise en place. Normalement, on Qu'est-ce que aurait vous appelez relation port-ville, relation port intérieur du pays? Et vous savez, un port a vocation juste à recevoir la marchandise pour l'acheminer à l'intérieur du pays. Oui. C'est-à-dire que les consommateurs des produits qui arrivent par le port ne sont pas sur le quai. C'est-à-dire, quand la marchandise arrive, il faut l'acheminer à l'intérieur du pays. Okay. Donc, si nous n'avons pas de route dimensionnée pour porter des charges lourdes, la marchandise ne pourra même pas sortir du port. Et c'est ce qui est aujourd'hui le frein du port de Kribi, par exemple. Les gros bateaux ne peuvent pas encore y arriver parce que si le fret arrive par là, on ne sait pas ce qu'on en fait après. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, et ça, je pense qu'elle est une contrainte technique, c'est qu'il y a le cabotage. C'est-à-dire, le cabotage, c'est l'activité qui permet de desservir les ports très rapprochés. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, une réglementation sous-régionale ou tout au moins au niveau du Cameroun sur le cabotage. Parce que normalement, vu sa position en Afrique centrale, le Cameroun devrait être le pays qui capte tout le fret afin de le redistribuer vers d'autres pays par mécanisme de cabotage, parce que ce soit le port de Pointe-Noire, que ce soit au niveau de la Guinée équatoriale ou que ce soit au niveau de Douala ou de Limbé, on peut bien faire que toute la marchandise débarquée à Kribi soit acheminée par mécanisme de cabotage sur ces ports-là. Ce qui n'est pas encore fait jusqu'aujourd'hui et donc qui représente des freins actuels au développement du port de Kribi. Alors pour tous les pays de la sous-région, ça veut dire que le Cameroun c'est le point central, c'est ça? Le Cameroun devrait se positionner comme le point central parce que aujourd'hui il y a beaucoup... Il est où devrait se positionner? Je dis qu'il devrait, pourquoi? Je vous explique. Oui. Parce que aujourd'hui, quand sur le plan du transport maritime, le hub de Pointe-Noire est plus sollicité que le hub de Kribi. Alors que Pointe-Noire n'a que 6 millions d'habitants et le Cameroun a à peu près 23 millions d'habitants. Donc, normalement, pour un bateau qui veut déverser sa marchandise dans un pays pour qu'il soit redistribué, idéalement, il devrait se déverser au Cameroun afin qu'il soit redistribué au départ du Cameroun. Parce que la majeure partie du fret va être consommée soit au Cameroun, soit au Tchad, soit en République centrafricaine, qui ont des corridors routiers au départ du Cameroun et non pas de Pointe-Noire. Donc voilà un peu pourquoi je dis il devrait, mais dans les faits, ce n'est pas encore ça. Nous avons pris sans doute un peu de retard, mais le port de Kribi est arrivé. Il faut juste maintenant créer les conditions d'utilisation de ce port pour permettre que cette solution soit totalement implémentée dans la sous-région et que le Cameroun en tire meilleur profit. Alors, je crois... Peut-être c'est un peu technique, mais j'explique tout ça pour que les téléspectateurs comprennent un tout petit peu la spécificité de cette affaire de transport dans l'intégration sous-régionale oui. Et éventuellement dans le développement du plan d'action de la COPA. Il y a une réalité qui se voit, c'est comme s'il n'y avait pas assez d'entente pour une intégration réelle. C'est vrai, vous avez relevé les époques et autres, les différences d'écart de chemin de fer et autres, mais les routes aussi, parce qu'il y a le transport routier. Oui, bon, le transport routier, sur le plan purement africain, si on laisse de côté juste l'Afrique centrale, parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'en matière de transport routier, il y a tout un plan africain des routes. Il y a 9 voies. En fait, si vous voulez, il y a la TAH, qui veut dire la Trans-African Highways, qui permet d'interconnecter toutes les régions d'Afrique. Et naturellement, aujourd'hui au Cameroun, l'autoroute nouvelle autoroute Douala-Yaoundé fait partie intégrante de la voie numéro 8, c'est-à-dire de la TAH numéro 8, qui part de Lagos pour Mombasa. Donc Lagos-Mombasa en passant par le Cameroun. Donc voilà un peu, ça existe, mais comme d'habitude, les pays pris individuellement prennent chacun du retard dans pour ce qui est du tronçon qui lui incombe. Oui. Et nous avons ce projet au Cameroun
qui avancent, mais qui n'avancent pas assez vite. Nous avons des projets qui ont du mal à arriver à maturation et donc naturellement, ce plan qui est un plan purement africain et qui doit être mis en place, coordonné par l'Union africaine, peine à se mettre en place, mais je peux vous assurer que sur le plan des routes terrestres, l'Afrique a tout un plan pour couvrir l'Afrique entière. Mais un plan qui reste, comme vous le dites vous-même. Ce plan-là, il y a des régions qui sont un peu plus avancées, parce que quand vous allez du côté de la Tanzanie, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez partir d'Abidjan pour le Niger, pour Lagos, en passant par la route. Malheureusement, on a du mal à partir du Cameroun pour le Tchad, pour partir du Cameroun pour Bangui, il faut mettre à peu près 7 jours, encore avec les problèmes qu'il y a au niveau de la sécurité. C'est passé de 7 jours à 14, parfois 21, voire même 30 jours. Et donc, tous ces problèmes sont des problèmes que les dirigeants, tous ces problèmes sont des problèmes que les politiques doivent prendre à bras le corps pour apporter des solutions purement africaines, de manière à ce que le transport soit un instrument d'intégration et non pas un frein pour l'intégration. Dites-nous un peu dans la CEMAC, là, puisque c'est le cas de la CEMAC, on a parlé beaucoup d'intégration, mais en réalité, la circulation est celle que vous venez de dire là. On peut mettre 7 jours avec certains aléas, on met encore 14, on met 21, on arrive à 30. Oui, vous savez, la sous-région souffre de ces problèmes qui sont des problèmes de sécurité. Il y a Boko Haram, il y a les problèmes de Est-ce que les routes elles-mêmes existent déjà en état? Les tracés existent. Les tracés existent. Les tracés existent. Vous avez un tracé qui parle, vous avez pratiquement 2 routes pour aller au Tchad. Vous pouvez aller au Tchad en passant par Moundou. Vous pouvez aller au Tchad en entrant directement par N'Djamena, à la sortie du Cameroun à l'extrême nord. Et les routes, l'état de ces routes-là, les 2 passages-là. Bon, vous êtes face aux téléspectateurs. Oui, l'état de ces routes, dans le plan directeur routier camerounais, l'État a prévu faire toutes ces routes à l'horizon 2030-2035. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit avant, les projets gouvernementaux ont du mal à arriver à maturation et donc du coup, nous ne savons pas trop pourquoi. On met beaucoup de temps dans les études et peu de temps dans la réalisation. Et souvent, même quand on commence les réalisations, on s'y perd parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui avance, on ne sait pas à quel rythme ça avance, on ne sait pas quel est le modèle qu'on a mis en place. On cherche des modèles BOT, Build, Operate and Transfer. Et malheureusement, tout ça peine à se mettre totalement en place. Mais vous savez, la politique demande aussi qu'on soit honnête. Ces plans existent. Ces plans existent, mais ces plans ne sont pas mis en place de manière rapide, de manière efficace. Est-ce qu'il y a la volonté? Pas seulement du Cameroun, mais de tous ces États-là. Cameroun, Tchad, Gabon, Guinée équatoriale. Si nous prenons sur le plan purement la volonté, nous avons vu en l'espace d'une dizaine d'années au niveau du Congo, par exemple, on a pu faire la route Pointe-Noire-Brazza et puis Brazza, la frontière la frontière du Cameroun. Donc je pense que les chefs d'État aujourd'hui ont pris conscience du fait que les populations avaient besoin de s'interconnecter entre elles. Maintenant, on n'y va pas assez vite, comme on a dit, on n'y va pas à la même vitesse. Et du coup, l'intégration sous-régionale peine à se mettre totalement en place à la même vitesse. Et c'est les populations qui en pâtissent parce que la sous-région reste toujours enclavée. Comme d'habitude, c'est les populations qui en pâtissent. Et plus grave encore, les populations qui sont parfois dans les zones où les pluies sont abondantes ont du mal à circuler par temps de pluie. Il y a des zones au Cameroun, ou il y a des zones en Afrique centrale, où vous pouvez mettre 15 jours pour parcourir 100 km de route parce qu'il a plu, les routes patinent dans tous les sens. Alors vous dites quelque chose là de très très sensible et très important. Et ça, on va vraiment nous arrêter là. Et vous êtes de la COPA. Quand vous le dites, je peux prendre un exemple comme ça, hein, je ne fais pas une fixation, je vois un reportage où j'ai vu une route de Ndom, où les voitures pataugent dans la boue pendant au moins 2, 3, 4, 5 jours. Alors, quelles conséquences cela a
dans le domaine hein, de la vie économique, de la mobilité des populations, et même du rendement. Les conséquences ne sont pas qu'économiques, les conséquences sont même sanitaires. Parce que vous savez, quand quelqu'un va mettre, si vous avez un malade quelque part qui est dans un état grave, et il faut aller dans un centre éloigné. Parfois, les centres de santé sont situés à 100 km. Il faut aller dans un centre très rapidement et que vous devez mettre une semaine pour y arriver parce que les routes n'existent pas. Le problème est là. On a des vies qui sont perdues tout simplement parce que les routes ne sont pas faites à temps. Et tous ces problèmes-là sont des problèmes que nous devons rapidement prendre en compte pour y apporter des solutions concrètes et pas des solutions d'annonce, pas des solutions de nous allons faire, nous avons mis en place un plan, le plan sera là dans 5 ans, le plan sera là dans 10 ans et chaque jour on va de report en report. Ça c'est le premier côté. Tous les bassins agricoles sont enclavés parce que les gens font des productions. On a des cacaoculteurs qui n'arrivent pas à évacuer leurs produits. Dans le domaine du cacao, par exemple, durant le mois d'octobre, vous avez les barrières de pluie sur toutes les routes. Un camion va charger le cacao un lundi, mais il ne pourra pas arriver devant les magasins avant vendredi, tout simplement parce qu'à la moindre pluie, toutes les routes sont barrées. Pour des endroits où il y a des routes, il faut des camions 4x4 pour pouvoir faire certaines routes, parce que même les camions de type normaux n'arrivent pas à faire ces routes. Donc, c'est pour dire que sur le plan du transport, si l'Afrique centrale n'agit pas vite, n'agit pas très rapidement et de manière efficace, les populations continueront à souffrir et nous souffrirons encore pour très longtemps. Alors, pour vous, ça ne vous gêne pas? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une manière de pouvoir aller vite? Bien sûr qu'il y a des solutions. Vous êtes la COPA, Convergence panafricaine, c'est un bien grand mouvement. Mais maintenant, comment aller vite? Vous savez, les infrastructures c'est un domaine régalien de l'État. Ouais. C'est-à-dire qu'en dehors des propositions que nous pouvons faire comme celles que nous faisons maintenant, sur la manière d'analyser le problème, sur les axes stratégiques de développement des routes, sur comment est-ce que nous faisons pour inscrire une route dans les projets de la nation, dans l'immédiat, il nous est difficile d'implémenter une politique de développement des infrastructures routières. Mais nous avons dans notre projet un plan assez large de quelles sont les routes prioritaires pour pouvoir désenclaver rapidement les populations, plutôt que investir des sommes importantes dans les subventions. J'allais faire ce rapport, ça coûte, c'est ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gouvernements font souvent? Ils préparent des subventions. Et les personnes qui viennent de prendre cette subvention financière n'ont rien à voir avec les filières. Donc, idéalement, il faudrait que ces moyens qui sont mis dans certaines subventions soient directement implémentés sur les routes pour permettre que parce qu'une route est utilisée par tout le monde, y compris celui qui est dans ce bassin et même celui qui n'y est pas. De passage, il peut utiliser la route. Donc, idéalement, il faudrait que prioritairement, on mette l'accent sur les infrastructures, et les infrastructures routières, les infrastructures maritimes, parce qu'on dit toujours que là où la route passe, le développement suit. Et s'il y a le développement quelque part, c'est le pays entier qui en profite. Vous parlez là des transports, mais il y a aussi une conjonction des villes. Douala où nous sommes à Douala, il faut le préciser, même si vous partez à Yaoundé, il y a certains moments ça ne circule pas. Même avec la moto, ça ne passe pas. Alors, vous qui êtes expert dans le transport, quand vous regardez cette situation, ce que je vous dis là est sérieux, parce que j'ai déjà fait beaucoup de tours quand ça ne circule pas, c'est-à-dire c'est en arrêt. Oui, dans une ville comme Douala, et quand c'est en arrêt comme ça, quelle est votre lecture, vous, expert dans ce domaine? Le problème, vous savez, on ne peut pas arrêter l'expansion de la ville. Une ville, les populations fuient les villages à cause du fait qu'il n'y a pas d'activité dans les villages. Il faut faire d'abord en amont une action pour maintenir les populations dans les villages, de manière à lutter de manière plus efficace contre l'exode rural. Mais quand l'exode s'est mis en place et qu'on se retrouve à Douala comme nous sommes tous ici, quel est le problème réel des villes comme Douala et Yaoundé? Les villes comme Douala et Yaoundé et beaucoup d'autres villes de la sous-région d'ailleurs, les villes comme Douala et Yaoundé souffrent effectivement du manque de transport en commun.
Ça, c'est la première chose. Comment ça? C'est-à-dire, il n'y a pas de transport. Le transport en commun est plutôt embryonnaire. Ou pour ceux qui sont de mon âge, moi, du haut de mes 45 ans, j'ai connu la Sotuc dans le temps à Douala, où on payait 50 francs. Moi, je payais 50 francs dans le bus pour aller à l'école. Et ces bus avaient une capacité qui permettait de prendre un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, je vois la Socatu, ils ont certes un transport en commun qui s'était mis en place en préparation de la CAN, mais quand vous regardez la taille de ces bus, vous vous demandez si c'est pour une ville de plus de 3 millions d'habitants ou si c'est pour une ville de 500 000 habitants. Parce que quand vous mettez un bus sur la ligne de village pour Bonabéry qui va prendre à la fois à peine 30 ou 40 personnes, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Ça, c'est la première chose, le niveau des bus. Il faut créer des lignes de tramway dans une ville comme Douala. Des lignes de tramway. Il faut des lignes de tramway. Il faut même des lignes de train pour pouvoir permettre à quelqu'un qui habite à Yassa et qui veut aller, par exemple, en Konsamba, de ne pas avoir à parcourir toute la ville pour aller à Bonabéry, entrer dans un car pour aller en Konsamba. Il peut directement prendre son train à une gare qui est située au carrefour Yassa et qui va juste faire des escales dans d'autres gares et le conduire en Konsamba. Et c'est comme ça qu'on décongestionne une ville comme Douala. La décongestion sur le plan du transport, c'est l'élément central pour la ville. Maintenant, il y a aussi les infrastructures. Ouais. Parce que si vous prenez par exemple l'axe qui part, je prends par exemple l'hôpital de référence, l'hôpital général, j'ai suivi pendant la campagne des gens dire que la route permettait de circuler. Mais vous qui êtes à Douala, faites-y un tour, vous comprendrez qu'il n'y a pas moyen de circuler. Et toutes ces infrastructures doivent être réhabilitées d'un côté et peut-être légèrement élargies pour permettre aux populations d'aller de vaquer plus facilement à leurs occupations. Donc la décongestion pour vous réside tout simplement dans le fait de la mise en place Il y a déjà le transport en commun. Il y a le transport en commun qui a plusieurs phases. Il y a le taxi, il y a le bus, il y a le tram, il y a le train lui-même, qui permettrait un tout petit peu de décongestionner. Est-ce que vous-même, quand vous regardez aussi les routes, est-ce que vous n'y voyez pas à redire? On peut dire tout ce qu'on veut sur les routes. Est-ce que cette ville ne reste pas coloniale quelque part? Vous qui parlez beaucoup du pacte colonial et de la décolonisation. Bon, je veux bien que nous utilisons le mot colonial à tous les niveaux, mais vous savez, une ville n'a pas vocation à multiplier les routes. Une ville a vocation à augmenter les facteurs de réduction d'utilisation de la route. C'est-à-dire que dans une ville comme Douala, nous avons pas mal de routes. Oui. Il faut juste les réhabiliter et permettre que ces routes, que chacun ne sorte pas de chez lui le matin avec sa voiture, avec sa moto, mais que des gens puissent de manière collective utiliser un moyen qui va permettre qu'il n'y ait pas une congestion sur les routes existantes. Parce que vous vous doutez bien, si on commence à faire les routes partout, on devra casser les habitations pour pouvoir faire les routes et donc naturellement, on va créer plutôt une extension à l'infini de la ville. Parce qu'une ville donc va... pour vous, quand on regarde par exemple le phénomène, les motos-taxis, c'est un frein, c'est ça? Évidemment que c'est un frein. Les motos-taxis, je respecte les gens qui se battent pour survivre, mais vous savez, les motos-taxis ont deux problèmes. Il y a la pollution, parce que le nombre de motos qui circulent juste pour porter une ou deux personnes, il y en a beaucoup. Mettez-vous par exemple en Dokoti le matin. Parfois, vous n'arrivez pas à circuler, tout simplement parce que le carrefour est totalement congestionné par les motos. Et ce qui est plus grave encore, c'est que la police ne peut même pas leur dire grand-chose, parce que... naturellement, ils sont tellement nombreux pour un seul policier que le policier préfère le laisser passer et supporter. Donc, tous ces problèmes, toutes ces problématiques doivent être prises en compte pour pouvoir décongestionner la ville. Réfléchissons sur une autre façon de voir. C'est-à-dire quoi? Cette autre façon? Vous êtes une convergence panafricaine. Oui, c'est comme ici à valeur pour le Cameroun, pour le Tchad, pour la Guinée. C'est comme je vous ai dit, pour une ville qui grossit comme Douala, comme Yaoundé, comme N'Djamena ou comme Bangui, il faut absolument que les dirigeants réfléchissent, même dans le partenariat privé-public, comment mettre en place des instruments, des outils de transport en commun qui permet à la population de vaquer librement à ses occupations tout en maintenant le tissu économique de la ville.
Alors, vous avez parlé du transport maritime, du transport ferroviaire. Maintenant, la mobilité entre les pays, on parle d'intégration. Vous avez parlé d'aller du Cameroun vers la RCA, vous avez évité du Cameroun vers la Guinée, de la Guinée vers le Cameroun, le Gabon, ainsi de suite. Est-ce que ça évolue, le transport est effectif? Bon, sur le corridor, nous avons au Cameroun un corridor qui va à Douala-Djamena, avec la possibilité de passer par Moundou, comme je vous ai dit, ou d'entrer directement par Ngili. Vous avez Douala-Bangui, vous avez Douala-Brazza. Ça, ce sont des corridors qui existent. Maintenant, est-ce que ces corridors sont utilisés de manière optimale? Vous répondez? Je pense que non, parce que quand je prends par exemple le Tchad, qui prend 70% de son fret au départ du Cameroun, le port de Douala est perpétuellement congestionné. Pourquoi? Parce que si on ne prend que le volume qui va sur le Tchad, il y a une grande quantité de marchandises à destination du Tchad qui stagne au port de Douala, alors qu'on aurait pu faire un port sec, peut-être au niveau des DEA, qui permet à toutes les marchandises qui arrivent ou qui sont à la sortie du Tchad de stationner dans ce port sec, juste en attendant que les formalités douanières soient faites et non pas rester congestionnées au port de Douala. Donc, toutes ces solutions sont des solutions à mettre en place tant pour le Tchad que pour la République centrafricaine. Il est urgent que ces pays-là créent des vastes ports secs en territoire camerounais. Ce sont ces pays qui doivent créer? Naturellement, c'est eux qui doivent créer les ports secs parce que le Cameroun doit leur donner de l'espace pour créer ces ports secs parce qu'en fait, ce sont des ports rapprochés de ces pays vers le port de sortie ou d'entrée de leur territoire parce qu'ils n'ont pas de port à leur frontière. Donc, les ports qui existent sont au départ du Cameroun. Il y a déjà la convention qui existe pour le transport terrestre entre le Cameroun et le Tchad, qui permet la répartition du fret. Et il y a une convention qui existe aussi entre le Cameroun et la RCA pour la répartition du fret entre les transporteurs terrestres. Donc, c'est maintenant à ces pays, même si on peut le faire de manière sous-régionale, mais c'est d'abord à ces pays de porter le projet pour permettre à leur population d'avoir moins de tracasseries dans les ports camerounais. Parce que quand un port est congestionné, ça pénalise tout le monde. Et vous dites, là où la route passe, le développement suit. Alors, on est dans des projets d'émergence et autres. Avec tout ce que vous nous présentez, vous, la COPA, vous aspirez à quoi exactement? Nous, à la COPA, si je prends simplement le segment du transport en commun, au niveau du transport en commun, par exemple, nous pensons que nous avons notre vision, la vision pour un État-providence qui prévoit dans le segment du transport que toute personne malade, toute personne à mobilité réduite et ceux qui les accompagnent devraient bénéficier d'un transport gratuit. Transport gratuit? Dans le cadre du transport en commun. C'est-à-dire que les élèves, Comment vous allez le faire? Excusez-moi, hein, c'est ça, vous parlez de la providence là. Nous parlons exactement de la providence. La manne va descendre du ciel? La manne va descendre du ciel. Je ne dirais pas que la manne va descendre du ciel, mais alors, vous savez, nous avons, quand vous regardez aujourd'hui, si nous prenons simplement les gens qu'on interpelle pour détournement de deniers publics, les montants pour lesquels que vous suivez seulement dans les journaux, je n'entre pas dans le dossier parce que je ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur, mais les montants qu'on donne juste pour une seule personne donnent du tournis. C'est-à-dire qu'une seule personne pourrait supporter cette manne dont nous parlons sur à peu près 10 ans, voire 15 ans, pourquoi pas. Pourquoi un transport en commun? La gratuité d'un transport pour un malade, nous en avons combien? La gratuité d'un transport pour les élèves, nous en avons combien? La gratuité d'un transport pour les personnes à mobilité réduite, nous en avons combien? C'est-à-dire que chaque bus qui circule, chaque rame de tram qui circule n'aurait même pas 10 ou 15, 20, 30 personnes à l'intérieur à chaque heure parce que les élèves vont à l'école à une certaine heure et rentrent à une certaine heure. Donc, ne regardons pas ça comme une charge, regardons simplement comment nous mobilisons les ressources de la nation aujourd'hui et comment on pourrait les mobiliser différemment. Il va falloir aussi d'abord mettre les routes en état. Comme je vous ai dit, il faut mettre les routes en état, mais les routes qui ne sont pas en état,
Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens pour les mettre en état? Ou est-ce que c'est parce que nous mettons trop d'argent sur des quelques centimètres de route que nous faisons? Toutes ces questions-là, il faut se les poser. Comment ça, trop d'argent? Nous suivons dans les radios, on dit qu'on a fait 9 kilomètres de route à des milliards de francs. On dit qu'on peut aujourd'hui, en Afrique, nous avons des ressources pour faire le gravier, pour faire la route, c'est sur place. Le bitume pour faire la route, nous produisons le pétrole. Le bitume étant un dérivé du pétrole, nous l'avons sur place. Les ressources pour faire la route, nous avons la ressource humaine sur place. Parce que même quand nous faisons venir une entreprise française, une entreprise chinoise, si vous observez, pour ceux qui regardent souvent les chantiers de route, il y a combien d'étrangers sur les travaux, sur les chantiers de route? Tous sont des nationaux. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de ressources, il y a un problème de mobilisation de ressources sur ces projets. Nous faisons aujourd'hui 1 kilomètre de route à 1 milliard. On fait 1 kilomètre de voie ferrée de 1,4 à 1 milliard. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est comme si... Ça peut se faire moins? Évidemment que ça peut se faire moins dans un pays où tout est disponible. Peut-être que ça pourrait pas se faire moins ailleurs, mais ne venons pas transposer au Cameroun ce qui se passe ailleurs simplement parce que ailleurs ils n'ont pas les mêmes ressources que nous pour faire le gravier, que ce soit la latérite, que ce soit la pouzzolane, que ce soit les pierres concassées, que ce soit les moellons, nous ne les prenons pas ailleurs qu'au Cameroun. Donc, naturellement, nous pouvons trouver un moyen de faire les routes moins chères et de faire plus de routes pour que les populations soient desservies. Quand les Européens ont lancé le plan Marshall pour rebâtir l'Europe, lançons un plan Marshall pour l'Afrique, pourquoi pas? Mais nous avons la possibilité, nous avons la capacité. Au sortir des indépendances, on a fait des routes. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'on n'en a pas fait, on en a sans doute fait un peu plus, mais pas assez vite. Alors, pas assez vite, donc la COPA va aller vite, c'est ça? Exactement. En sur quels moyens? Comme je vous ai dit... L'État-providence, ça sonne un peu... L'État-providence, je peux vous assurer que... C'est comme si l'État-providence... Bon, excusez-moi mes questions. C'est comme si c'est un État qui a déjà fonctionné et qui a fait ses limites en Afrique quelque part. Il n'y a pas... Je peux vous assurer que la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas encore au niveau où nous pouvons nous autodéterminer. Si on en parlait par exemple du franc CFA, une partie de nos moyens est bloquée dans un compte sur lequel nous n'avons pas la main. Donnez-nous cet argent pour nous permettre de mettre en place notre vision de l'État-providence. Pourquoi devons-nous souffrir d'avoir notre argent ailleurs alors que nous avons des problèmes ici? C'est ça la question à laquelle il faut apporter les réponses. L'État-providence est possible dans un pays de 24 millions d'habitants qui a des ressources à l'infini. 24, 25 pour certains, 30. Bon, vous savez, le dernier recensement au Cameroun... date d'il y a peut-être 20 ans en arrière. Donc, naturellement, personne n'a de données fiables sur la population. Aujourd'hui, on parle de douane à 3 millions, d'autres parlent de 4 millions, d'autres parlent de 5 millions. Personne n'a de données exactement fiables. Donc, l'État-providence est possible pour arranger ces problèmes. Par exemple, le volet du transport, c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Et on insiste là-dessus que c'est possible. Les autres le font. Quand vous allez, par exemple, dans des pays industrialisés, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des tickets de train, vous avez des tickets de tram, vous avez des tickets combinés tram bus. Vous payez à peine 6 € pour 3 personnes pour 3 jours. Vous vous rendez compte? 6 €, c'est-à-dire que vous payez à peine 3 500 francs et vous prenez le tram, vous prenez le bus, vous prenez le train autant que vous voulez pour 3 personnes durant 3 jours. Vous comprenez bien que ces pays ont déjà mis en place l'État-providence. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Et depuis qu'ils le font, ils ne sont pas encore arrivés en faillite. Pourquoi nous ne le ferons pas? Nous pouvons le faire. C'est quelque chose qui est faisable. Vous savez, le transport en commun, c'est l'instrument de mobilité par excellence dans les villes, y compris dans les villages d'ailleurs. Si vous n'avez pas de transport en commun, vous ne pouvez pas scolariser convenablement vos enfants. Vous ne pouvez pas avoir les salaires, le SMIC à 36 000 francs. Comment est-ce que les gens vont faire pour aller au travail?
s'il faut payer 250, 500 francs de taxi le matin, parce que vous savez, il y a le mécanisme de je propose pour aller de Ndokbon à Bonanjo. Je vais vous donner 500 pour me transporter. Comment vous faites en un mois pour payer 500 francs le matin, 500 francs le soir et pouvoir vous en sortir avec 50 000? Je veux savoir, si nous ne mettons pas en place l'État-providence, je suis surpris, je ne sais pas comment nous allons faire pour nous en sortir. On court sensiblement vers la fin de cette émission et en tant qu'expert, est-ce que vous avez des prescriptions, parce que vous êtes expert dans le domaine du transport? Bon, en termes, je ne dirais pas prescription, mais je dirais plutôt que nous avons des observations. Oui. Les observations que nous développons au quotidien dans nos réunions de la COPA, c'est-à-dire, nous avons parlé, par exemple, je prends toujours Douala. Oui. Nous avons Douala qui s'étend du côté de Yassa. Nous avons Douala qui s'étend du côté de PK17 en allant sur la route de Yabassi. Nous avons Douala qui s'étend du côté de Bonaberi avec une double possibilité. Soit on va du côté de Mbanga, soit on va du côté de Limbe, pour que nous maintenions ces extensions de la ville sans avoir à handicaper, sans avoir à freiner, parce qu'il faut que la ville s'étende un tout petit peu pour permettre que même la chaleur qu'il y a dans la ville de Douala baisse un tout petit peu. Les gens doivent aller vers les périphéries, mais les gens ne peuvent aller vers les périphéries que s'ils sont sûrs que le matin, ils pourront arriver à leur lieu de travail à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, quelques recommandations que nous avons, quelques observations que nous avons. Qui sont lesquelles? Ce serait, comme je vous ai dit, que nous mettions en place le transport en commun. Le transport en commun par voie de bus, par voie de tram et éventuellement par voie de train. Ça, c'est faisable. Il suffit simplement. C'est faisable. C'est faisable. Parce que si nous disons que pour faire 1 kilomètre de rail, il nous faut 1 milliard. Il en faut quoi? Peut-être 50 kilomètres dans la voie de Douala, dans la ville de Douala, ça fait 50 milliards. Ça fait 50 milliards. Vous voyez bien que c'est à notre portée. Nous disons que sur ces lignes sur lesquelles nous avons investi 50 milliards, il y a une personne qui va à son travail normalement, qui va payer par exemple 100 francs, et il y a un enfant qui va à l'école qui ne payera rien. Nous disons encore que c'est possible. Nous préférons que l'État mette les moyens pour permettre aux gens d'arriver à leur travail, plutôt que mettre des moyens dans des situations pour lesquelles personne n'a aucun contrôle. Des subventions sur lesquelles les personnes qui sont bénéficiaires de subventions n'ont rien à voir avec les filières. Toutes ces choses-là doivent être réglementées différemment. Les ressources de l'État doivent être utilisées différemment. Ça, c'est une première recommandation. Une autre recommandation? L'autre recommandation, sous d'autres cieux, il y a ce qu'on appelle le covoiturage. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui sors de chez moi avec une voiture de 5 places, je pourrais prendre quelques personnes dans mon quartier qui sont mes voisins pour les déposer à leur lieu de travail, pour permettre de ne pas... On voit plutôt les gens aller seuls. Oui, c'est les fils de voiture, chacun veut même être tout seul dans sa voiture. C'est comme si c'était une gloire d'être tout seul dans sa voiture. Je dis, une autre solution serait le covoiturage. Mais vous savez, très souvent, on reproche aux gens d'être seuls, mais il y a aussi la prudence. Des problèmes de sécurité. Il y a aussi des problèmes de sécurité. Donc, il y a un changement même de comportement de nos propres populations qui devrait permettre que parfois les gens se mettent ensemble. Mais ça aussi, ça peut se gérer parce que si je prends par exemple mes voisins du quartier, je connais tout le monde. Donc en sortant le matin, je connais que tel voisin va à Akwa, tel autre va à Dedo. Je peux bien leur raccourcir le chemin parce que je les connais, je sais qu'il n'y a pas de problème de sécurité avec eux. On ne demande pas de faire le ramassage en bordure de route. Alors, on est vers la fin de ce programme. Vous êtes expert dans le domaine du transport et logistique qui est très intéressant, très important. Vous viendrez peut-être par mois nous parler de ça ici. Oui, pourquoi pas. Ce serait avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et même encore, on peut faire mieux. On peut faire venir d'autres panélistes parce que je n'ai pas la science diffuse du transport.
Ce que je pense, c'est que je connais le domaine, je connais le secteur pour y avoir travaillé pendant longtemps. Je connais d'autres personnes qui ont parfois plus de connaissances, qui seront probablement avec nous ici que moi et qui peuvent être avec nous ici pour réfléchir sur ces sujets de manière à créer comme une forme de café de réflexion sur DBS, pourquoi pas. Merci, merci bien pour cette perspective-là de café dans ce sens et dans ce domaine précis. Merci, monsieur Emmanuel Mugwe. Vous êtes le deuxième vice-président de la COPA, Convergence panafricaine. Merci d'être venu à cette édition. Merci beaucoup et j'espère que je n'ai pas été très agressif pour vos téléspectateurs. J'espère qu'ils ont apprécié et la prochaine fois, nous allons traiter d'autres thèmes. Pourquoi pas une spécialisation dans le transport aérien ou dans le transport ferroviaire, qui sont des problèmes sur lesquels nous n'avons pas pu suffisamment nous étendre aujourd'hui. De toutes les manières, le meilleur est à venir dans ce domaine. On va vous recevoir avec beaucoup de plaisir. Une fois de plus, merci d'être venu. Merci. Madame, monsieur, bonsoir. C'est terminé pour aujourd'hui, 19h. C'est le journal en full day à 15 minutes. Ce sera en pidgin à 20h. Le format du journal télévisé en anglais sera avec Diallo Bouba, 21h en anglais à 20h, donc à 21h en français. À 21h, ce sera avec Hervé Moukouri. Madame, monsieur, pour nous, on va se retrouver demain avec une autre édition, savoir la promotion, comment faire pour aimer le Cameroun. D'ici là, madame, monsieur, bonsoir et bonne suite des programmes.